Salut, ça va? Il est temps de vous présenter la première voiture de Chococar. Non, c'était pas celle-là. C'est pour moi de lancer sérieusement les choses et de vous montrer la première voiture. Bon, alors ça va pas être très compliqué parce qu'en ce moment j'en ai 4 et il y en a qu'une seule qui roule. Celle-là elle compte pas, elle est en plus. Bienvenue dans cet havre de paix et de rangement, dans cet atelier où le sol est nickel et où on peut se promener en chaussettes et où toutes les voitures sont dans un état irréprochable. Aujourd'hui on va parler de celle-ci. La Buick, la première, celle qui a tout lancé, celle qui fait aujourd'hui ce que je suis, celle qui est parfaite mais qui n'est pas dans un état parfait. Allez, c'est parti. En dégueulasse, j'aurais pu la laver. Avant d'aller plus loin, revenons sur l'histoire de Buick. J'ai d'ailleurs appris énormément de choses, donc soyez pas étonnés de mes connaissances monumentales. Je vais surtout essayer de dire le moins de conneries possible. Pendant mes recherches, je fus agréablement surpris parce que j'ai compris que Buick est l'une des marques automobiles les plus anciennes encore en activité. Du coup, beaucoup de monde est passé par chez eux, notamment Louis Chevrolet et Walter Chrysler. Retenez bien les noms de famille, c'est important. Fondé en 1903 par David Dunbar Buick, je sais pas si ça se prononce ainsi, mais de toute façon, va falloir être indulgent sur l'accent. Incroyable! La Buick Motors Company rencontre des difficultés en 1904 et est reprise par James Whiting qui place Williams Crapaud Durand à sa tête. Et ce fameux monsieur Durand est un bonhomme plutôt chaud parce que rapidement Buick devient le plus gros constructeur américain automobile. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il gagne beaucoup de sous, il rachète la concurrence pour effacer la concurrence, simple, rapide, efficace. Avec toutes ces marques, ils fondent une petite société qui existe encore de nos jours et que vous connaissez peut-être du doux nom de General Motors. Tout n'est pas tout beau tout rose et en 1910, les chiffres ne sont pas bons et il se fait dégager de son propre projet. Mais monsieur Durand n'a pas dit son dernier mot et en 1911, il fonde Chevrolet avec un certain Louis Chevrolet et si vous aviez suivi, vous vous en doutiez. Vous vous souvenez le mec qui a bossé chez Buick avec Walter Chrysler? Ça marche fort, les ventes sont bonnes, et du coup il choisit de vendre Chevrolet à General Motors compte départ de General Motors pour pouvoir revenir chez General Motors. Et c'est réussi, puisqu'il redevient président de la structure qu'il a lui-même fondée à la base. What a success story. Sauf qu'en 1920, il y a de nouveaux exclus. Alors soit le mec a fait des très grosses conneries dont je n'ai pas la connaissance, soit il était vraiment aimé de personne, mais en tout cas les chiffres étaient pas bons, et hop, qui c'est qu'on dégage? Le fondateur. Il essaie de rééditer l'exploit en créant une autre marque. La crise le ruine en 1929, et il finit gérant d'un bowling à Flint, où se trouve le cœur de General Motors. Ironique. Alors oui, on s'éloigne un peu du sujet de ma voiture, mais je trouvais l'histoire tellement intéressante que j'ai pris le temps de vous lire cette page Wikipédia. Mais au-delà de son histoire un peu compliquée, c'est surtout ce monsieur qui a mis en place la non-concurrence au sein de General Motors. À chaque marque son marché, et on optimise les ventes. Voilà comment Buick s'est retrouvé à être la deuxième marque la plus haut de gamme de General Motors, juste derrière Cadillac. Buick continue son ascension au sein de General Motors et du marché américain, et devient une référence en termes de luxe et de confort. Se plaçant volontairement sur un marché qui vise principalement les seniors, Buick se fait une réputation de marque de voiture pour personnes âgées. Et encore de nos jours, Buick a cette réputation. Je m'en fous. Mais nous, quand on pense à voiture pour personnes âgées, on pense pas à Buick. Et pour cause, le marché français et globalement européen n'a jamais été une réussite pour la marque américaine. En 2009, Buick devait disparaître, mais General Motors a décidé de conserver la marque parce que ses ventes en Chine sont devenues exponentielles, et c'est d'ailleurs aujourd'hui le marché dominant du fabricant et de loin. Passons donc d'une marque de voiture pour vieux à une marque de voiture pour vieux chinois. N'étant personnellement pas encore à l'EHPAD, vous vous demandez peut-être pourquoi je roule en Buick. Donc laissez-moi vous montrer que les seniors des années 70 avaient du goût. T'entends le roulement de la boîte? Bah ouais. C'est extrêmement souple à conduire. Faut bien comprendre que Buick à l'époque, c'est le haut de gamme de General Motors en dessous de Cadillac. On est dans une Chevelle haut de gamme. On prend la Chevelle de 72, c'est la même plateforme. C'est des voitures qui sont similaires. Au niveau des caractéristiques techniques de cette voiture, on retrouve 180 chevaux sur le papier, une boîte auto 3 vitesses, la climatisation et pas beaucoup plus d'options. Sur la Skylark de deuxième génération, dont fait partie la mienne, on pouvait trouver des bucket seats, comprenez ici sièges normaux, des sièges séparés tout simplement, avec réglage électrique en possibilité, vitre électrique, boîte manuelle ou auto mais avec possibilité d'avoir le shifter au sol dans une console centrale et un régulateur de vitesse. Le contour était également en option sur les versions sportives, moi je ne l'ai pas. J'ai également des freins à disque à l'avant
et 6 ceintures pour 6 places, possibilité offerte par la banquette. Concernant les motorisations, on retrouvait 4 moteurs. On commence par le basique 6 cylindres en ligne qui fait tout de même 4 litres de cylindrée et 3 V8. Le fameux 5 litres 7 que j'ai qui est le plus petit. Au-dessus, on a le 6 litres 5 et encore au-dessus, le 7 litres 5. La puissance était emmenée jusqu'à 360 chevaux pour 508 Nm de couple. Information Wikipédia. Alors celle-ci, elle est vendue cher à l'époque, à l'heure de 7 000 $, si je ne dis pas de bêtises. Comprenant l'inflation, ça nous fait une valeur que je vous mettrai ici. Et c'est une voiture qui était vendue bien plus cher que certaines muscle cars, etc. On est sur un véhicule qui n'est pas fait pour rouler vite, enfin, qui est fait pour rouler d'un point A à un point B. C'est comme si, l'équivalent que je pourrais vous donner, c'est comme si aujourd'hui vous achetiez une Audi A4. Une Audi A4, A5, A6 peut-être, pour faire de la route, avec un moteur suffisamment puissant, etc. Mais là je vous coupe, ce que je vais faire c'est que je vais mettre de l'air, parce que j'ai une fuite au pneu avant droit. Alors niveau tenue de route, alors j'ai pas d'autobloquant à l'arrière, donc je peux pas la faire partir sur du sec. Après c'est très lourd et le poids est tout à l'avant, donc on va vite fait de faire un tête à queue. Forcément, dès qu'on tourne, on a tendance à un peu partir du côté, c'est honorable, mais ça reste une américaine. Et comme je vais le répéter dans beaucoup de vidéos, alors oui, les américaines c'est souple parce qu'on cherchait le confort, on avait des routes en ligne droite et tout ça. Les amortisseurs sont neufs, et d'une ça dépend de ce qu'on prend aussi pas mal. Mais au niveau des ressorts et des lames de suspension, c'est sûrement celle d'origine. Donc c'est forcément plus souple avec l'usure. Donc on a l'image de la voiture américaine qui est extrêmement bateau, extrêmement souple, mais c'est aussi parce que les ressorts et les lames sont vachement usés. C'est possible aussi. Je vous propose de revenir un peu dans le temps et de vous expliquer comment j'ai acheté cette voiture. Nous sommes en été 2019. Il s'agit à ce moment-là pour moi de trouver ma première voiture américaine avec un budget de 20 000 € en poche. Me voilà parti en Espagne, à Alicante, voir une voiture qui coche toutes les cases. À savoir, années 60, boîte mécanique, bleue et blanche, format compact type Mustang, mais surtout pas une Mustang. Ma marque préférée, bref, tout pour plaire. Mais du coup, je l'ai pas acheté. Et pourquoi? Parce que le garage est plus à l'embrouille et que la caisse elle a rendu toute son eau pendant l'essai routier. Faut bien se mettre dans le contexte qu'à l'époque, j'y connais pas grand chose. Et la moindre fumée commence à me faire peur. Je rentre en France, complètement dépité, je trouve plus rien qui va dans mes critères, mais je laisse passer le temps. Vient août, des vacances à Annecy, une route de montagne, un rassemblement de voitures sur lequel je m'arrête par hasard, et là je vois la Buick à vendre. Bleue et blanche, mais trop longue, trop grande, boîte automatique, pas la bonne marque, pas du tout dans mes critères. Je rentre à l'appart, puis je me dis elle était jolie quand même. Du coup, je retrouve l'annonce sur le bon coin, je vais l'essayer, je tombe amoureux et je l'achète, et je fais l'un des meilleurs choix de ma vie. Alors, on est peut-être en deuxième. Maintenant que vous savez comment j'ai acheté cette voiture, assez grande quand même, mes grands-parents m'ont proposé de prendre une voiture. Où je l'ai acheté et pourquoi je l'ai acheté, revenons sur son historique qui est limpide et que j'ai la chance d'avoir en ma possession. Fabriqué en 1972 et vendu à un certain Bruno, propriétaire du Bruno's Country Club situé au 445 Main Street dans le Nevada proche de Las Vegas. Monsieur Bruno a conservé cette voiture de 72 à 2017, soit 45 ans. Il est malheureusement décédé, sa femme a décidé de mettre la voiture aux enchères à Las Vegas en 2017. Elle a été rachetée par Jérôme qui l'a ramenée à Annecy et qui me l'a vendue un an après, 1 an et demi le temps qu'elle arrive à moi. Je suis donc la troisième main, je dirais presque la deuxième parce qu'elle a été gardée seulement 1 an et Jérôme en a pris grand soin. Alors je ne sais pas si aujourd'hui le restaurant appartient toujours à la famille de ce monsieur Bruno, mais je vais essayer de les contacter pour avoir peut-être d'autres infos sur la voiture et pour voir si tout simplement ils s'en souviennent et pourquoi pas y aller un jour avec la voiture, c'est-à-dire la renvoyer aux États-Unis, rouler jusque dans le Nevada et arriver au Bruno's Country Club. C'est tout simplement la voiture qui m'a lancé dans la passion automobile, et que ça soit américaine ou plus. C'est la première voiture que j'ai eue. C'est quelque chose qui m'a coûté beaucoup de sous, qui m'en coûte encore, mais qui est un très bel investissement et dont je suis très content parce qu'elle me permet de faire énormément de choses. C'est elle aujourd'hui qui me donne envie de vous partager tout ça. J'aimerais pas seulement vous montrer ma voiture et vous dire « Ah, regardez, elle est belle et tout ça », parce que vous allez le voir, cette voiture aujourd'hui, que j'ai depuis 3 ans, elle est usée. Elle est usée parce qu'il y a des gens qui ont travaillé dessus et qui n'ont pas forcément très bien fait les choses. Elle est usée parce que moi, je m'en sers et il va falloir s'en occuper. Il va falloir s'en occuper et le but du jeu, ça va être de m'en occuper et de vous montrer comment je m'en occupe, combien ça coûte. Qu'est-ce que je peux faire de mieux sur cette caisse. Et tout ça, c'est ce qu'on va faire à l'avenir. Et donc dans un premier temps, il est normal de vous la présenter comme je vous présenterai mes autres voitures. Alors vous êtes face à une voiture que j'ai donc depuis 3 ans, que j'ai beaucoup roulé, j'ai fait 40 000 bornes avec, et qui a quelques défauts comme je vous l'ai dit. Alors vous voyez la baguette, j'ai fait exprès de pas la refixer parce que de toute façon elle tient pas. Il y a 1 an elle est partie en peinture complète, et notamment parce qu'en fait j'avais un toit vinyle, vous savez les toits en sky posés dessus. Le vinyle, ça pourrit, hein. Et je voulais pas que ça pourrisse plus parce qu'il se décollait. Et plutôt que de remettre un vinyle, j'ai choisi de faire peindre à la place, que je trouve vraiment excellent. J'ai vraiment fait le bon choix, je suis vraiment très content. Pas un blanc cassé lavabo, c'est un blanc crème un petit peu, ça rend vraiment bien. La peinture est belle, le peintre est bon, mais les à côté ont pas été bons. C'est-à-dire qu'en fait ils ont démonté toute la caisse, les logos, etc. Les logos ils me les ont remontés à l'envers, bon ça me fait rire, je pense que je les laisserai parce que ça a plus rigolo qu'autre chose. Mais en fait quand ils ont démonté tous les à côté, notamment là par exemple la baguette
baguette à l'avant. Bah ils sont revenus tout remettre sans que ça soit sec. Et donc je suis un peu dégoûté. À cette époque-là, j'ai aussi fait peindre les jantes couleur carrosserie. Alors je sais que c'est pas forcément au goût de tout le monde. Les pneus n'ont pas été changés depuis. Je vais mettre des beaux flancs blancs ou des pneus à écriture blanche, je verrai. Et en fait, j'ai acheté déjà les enjoliveurs centraux en chrome. C'est des Dog Dish, ça s'appelle. Percer la jante pour les mettre, je l'ai pas encore pris le temps de le faire. Et pareil, ça c'est quelque chose qui sera intéressant de vous montrer. Mes vitres arrière, en fait, c'est des vitres qui s'ouvrent comme ça. On a un coupé sans montant, c'est magnifique. Bien celle-ci se raye parce qu'il y a une vis à l'intérieur, traviole et ça a rayé la vitre. De l'autre côté, le mécanisme commence à fatiguer. Ils m'ont remonté mes panneaux de porte un peu à l'arrache. Et vous voyez, ils ont mal reclipsé, c'est en train de sauter de partout. La vitre conducteur, si je la remonte complètement, elle ferme pas, elle vient taper dans la barre en chrome. Il n'y a rien de mieux pour la péter, du coup elle est pas droite, elle ferme pas. Et le plus gros problème, c'est que j'avais des infiltrations d'eau au niveau du pare-brise arrière et du pare-brise avant. La lunette arrière et du pare-brise avant. Et de l'eau là, si je la passe au Karcher là, en fait à l'intérieur ça fuit, regardez ce que ça a créé. Un jour j'ai pété un plomb, j'ai enlevé ma moquette. Il faudra que je remette, mais parce qu'il faut que je traite et ça a flingué tout mon isolant, etc. Faut que je refasse tout ça. C'est pour ça que la voiture fait plus de bruit aussi aujourd'hui qu'avant. J'ai également pas mal usé mes sièges. Ça, c'est avec le temps, c'est moi, il n'y a pas d'excuses. Et ça va être intéressant de voir combien ça coûte, comment ça se passe, où trouver le tissu, comment faire, comment s'en sortir avec tout ça. Et la banquette arrière, si vous avez l'œil, elle est retournée. Pourquoi elle est retournée? Parce qu'en fait, j'ai pas de double des clés et je les avais laissées dans le coffre. Et je vous mettrai des images de la banquette arrière complètement remontée. Maintenant qu'on a énuméré tout ce qui n'allait pas, énumérons ce qui va bien. Déjà au niveau du moteur, on retrouve un 350-4. Qu'est-ce que signifie 350? Qu'est-ce que signifie -4? 350, c'est cubic inch. C'est la cylindrée. C'est l'équivalent du 5 litres 7. C'est le moteur le plus commun. Alors celui-là, c'est la variante butte. L'allumage est à l'avant. Pour quasiment tous les autres, l'allumage est à l'arrière. Il y a des choses qui diffèrent, mais globalement, c'est les mêmes blocs. 4, c'est pour 4 corps au niveau du carburateur. On est sur une Buick, une version haut de gamme qui se veut sportive. Vous aviez différentes versions. Vous aviez la Skylark, la GS, différents moteurs. Vous aviez plus gros que celui-ci. Vous avez le 5 litres 7 avec des carbus seulement 2 corps. Vous aviez le 6 cylindres en ligne. Et au-dessus, vous avez le 454, si je ne dis pas de bêtises, qui équivaut à 7 litres 4 ou 7 litres 2, je vous le mettrai, qui a été monté dans les GS, GSX. Ce que j'aime beaucoup sur cette caisse, c'est sa forme. C'est-à-dire qu'on est face à une voiture qui ressemble à une Chevelle, forcément, mais elle se différencie. Les gens n'ont pas l'habitude de la voir, surtout au niveau de cet énorme pare-choc chromé derrière. Et je trouve qu'elle a vraiment une gueule, je vais pas qualifier d'intemporelle, on voit que c'est une vieille caisse, mais je trouve qu'elle vieillit extrêmement bien. On est vraiment dans les dernières années où les constructeurs américains cherchent à changer de forme une fois par an. Donc c'est vraiment les derniers designs qui prennent un peu de risque, si on peut dire ça. On est sur la fin des inspirations aviation, mais vraiment la fin. On commence à tout aplanir, mais on garde un petit peu d'originalité et de volupté. Si je vous montre la Buick Skylark de la génération d'après, ça reste sympathique, mais ça n'a plus rien à voir. Et puis alors celle d'après, on n'en parle pas. Au niveau du coffre, il y a tous mes outils dedans, et vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de place. Il y a une roue de secours qui est là. Alors il y a beaucoup de place, on peut mettre beaucoup de choses, mais ça a une forme particulière. Il y a un aplat, il y a le réservoir en dessous. Et ce qui fait que, en fait, on peut ranger beaucoup de choses, mais pas forcément n'importe quoi en termes de volume. Tant qu'on est derrière, je vous montre l'essence. Sur beaucoup d'américaines, c'est ici. J'ai déjà entendu des histoires de gens qui achètent des américaines qui savent pas où mettre l'essence et qui restent coincés. On a un bouchon. Alors moi, il est sécurisé. D'origine, c'est pas comme ça. Hein. C'est juste un bouchon à la main. Il n'y avait pas de clé parce qu'à l'époque, on volait pas. On volait pas d'essence en tout cas. Et hop, on le remboîte. S'il veut bien. On va refermer. C'est des voitures qui ont des facteurs sourire énormes, qui véhiculent beaucoup de choses. Et ben moi j'ai envie qu'elles redeviennent parfaites. Alors parfaite elle le sera jamais parce que moi je me sers de mes voitures. Plus une voiture roule, plus elle va. Plus elle s'use, c'est une réalité. Plus il faut l'entretenir, oui. Une voiture qui roule pas, c'est une voiture qui a plein d'emmerdes. Rien qu'à voir, les Ferrari ça roule jamais et elles ont toujours des problèmes de batterie. Pas de secret. Au vu du contexte actuel, parlons consommation. Parlons peu, parlons conso. Alors est-ce que ça consomme? Là vous allez me voir dans l'essai, je suis souvent pied au plancher parce que forcément le but c'est de montrer comment ça marche. Alors là en moyenne je dois être à 40 litres au 100, oui. Mais vu qu'en ce moment c'est la pénurie et qu'il faut trouver des solutions. Bon, ça consomme un peu en bouteille mais ça marche. La question de la consommation est effectivement une question qui se pose. En consommation mixte, alors oui, je vais être à 17-20 litres. Pour rouler à 130, oui, je surconsomme un peu parce qu'il me manque une vitesse. On est sur une boîte 3, c'était fait pour rouler à 100-110. Par contre, si je fais attention, que je roule tranquille, alors quand je parle de vraiment tranquille, parce que j'ai déjà poussé le truc vraiment loin, au sens où l'anticipation, je l'ai fait, mais puissance 15, je suis déjà tombé à 10 litres au 100, avec un V8 5 litres 7. Et encore une fois, quand je fais attention de manière globale, je tourne à 13-14 litres. Quand on compare et qu'on remet des choses dans le contexte par rapport à l'époque et par rapport aux 4 cylindres français,
pour prendre cet exemple-là. Allez demander à un mec qui a une DS, je suis pas sûr que ça consomme beaucoup plus ou je suis pas sûr que ça consomme beaucoup moins. La mauvaise pub, elle est faite par les gens qui pensent que les voitures américaines ça consomme parce qu'ils en ont une et qui disent que ça consomme 45 litres au 100 sans comprendre que leur moteur est en train de crever. Non, un V8 2,89 par exemple dans une Mustang, parce que c'est ce qu'il y a de plus et c'est souvent là où les gens se trompent, c'est pas censé consommer 30-35 litres, 40 litres au 100 en utilisation normale. Là, ça veut dire que le moteur il est en train de mourir. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas de figure là, avec des carburateurs mal réglés et tout ça. J'ai pas prétention à savoir tout régler, à savoir tout faire. Il y a beaucoup de gens qui induisent les autres en erreur parce que leur montage n'est pas bon. Et en parlant de montage, en parlant de carburateur, en parlant d'essence, en parlant de consommation, vous allez pouvoir aussi suivre sur cette chaîne, alors pas sur celle-ci dans un premier temps, et peut-être que ça ne se fera jamais sur celle-ci. Mais le but c'est de passer un V8 carburateur à l'éthanol prochainement et de voir si ça marche, tout simplement. J'emmerde ceux qui me diront ah mais tu vas tout casser et tout ça. Peut-être que je vais faire des erreurs, peut-être que je vais me tromper et c'est le but, c'est d'apprendre. Mon but c'est pas de casser les choses volontairement, mais si ça arrive, bah, c'est comme ça. Et au bout de 10 000 bornes, on redéculassera et on regardera la tronche que ça aura. Et là, on aura la réponse de savoir si oui ou non ça marche bien. Si oui, c'est chiant en hiver, oui, c'est pas chiant en été. Tout ça, on va le voir ensemble et on va pouvoir kiffer et se faire un avis sur ça. Je pense que c'est la bonne solution. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous découvrez et que vous aimerez Chococars et puis que vous serez présent pour les prochaines vidéos. Je vous dis à très vite, c'était Elliot. Ciao. Sache que tu me casses.